toutes les nouveautés Canva 2024 qui vont vous retourner le cerveau. Tel est le but de cette vidéo qui se veut précise, structurée et ultra complète. Vous le savez, depuis octobre et l'avènement du studio magique, Canva avait frappé très fort, notamment en intégrant des éléments d'intelligence artificielle qui, pour le traitement d'images ou de vidéos, facilitaient de manière globale le processus de création. Depuis, on a l'impression que l'équipe de développeurs de Canva se montre assez discrète dans ses annonces, mais en réalité, si l'on creuse, que l'on fouille dans l'ensemble des nouveautés récurrentes dans Canva depuis octobre, on s'aperçoit que de nombreuses nouvelles applications sont venues compléter le tableau, qu'il existe des outils que vous connaissez déjà mais qui ont été relativement améliorés et qui facilitent encore une fois votre flux de travail. Ces nouveautés, ces astuces dont je vais vous fournir les clés aujourd'hui sont vraiment incontournables pour la majorité d'entre elles. Ne les négligez pas, répétez vos gammes et vous allez voir que une fois que vous aurez pris connaissance de ces nombreuses nouveautés, votre potentiel créatif se verra décuplé. Ces nouveautés sont très larges, elles concernent à la fois l'interface, les vidéos, le studio magique, le traitement de photos, le traitement vidéo, les animations et bien d'autres surprises que je vous laisse découvrir au sein de cette vidéo. Je suis Barthélémy. Pour me soutenir dans la création de vidéos, merci de cliquer sur le petit bouton d'abonnement si tel n'est pas le cas. On se retrouve de l'autre côté. Qui vont nous intéresser ici concernent l'interface de Canva et plus particulièrement la manière dont vous gérez et rangez vos dossiers. Alors, quand vous utilisez Canva, l'interface peut paraître complexe, riche et parfois on se rend compte qu'on a du mal à retrouver des posts, des créations, enfin des éléments qu'on a créés. Donc en général, il suffit d'aller dans Projet et ici vous avez le choix entre les dossiers que vous avez créés, les designs, les modèles de marque, donc ça vous connaissez très bien. Mais le problème, c'est que lorsque vous n'avez pas pris soin de ranger convenablement vos publications, vos créations dans des dossiers, eh bien, il arrive que parfois on ait du mal à s'y retrouver dans cet ensemble. Et cet aspect est également lié au fait que lorsque vous créez un brouillon qui n'a plus guère d'utilité pour vous et que vous ne le supprimez pas, ben celui-ci va se rajouter à la pile de design que vous avez créé et provoquer une sorte d'embouteillage au niveau des éléments que vous recherchez. Alors, on sait que Canva nous a depuis quelques mois donné la possibilité de taguer nos images. Eh bien, c'était déjà très pratique. Désormais, lorsque vous cliquez sur Design, il est désormais possible de taguer ces derniers. Et cela, c'est vraiment un game changer dans la mesure où, en utilisant ce système de tag, eh bien, vous allez pouvoir trier, rechercher, regrouper l'ensemble de vos designs sans avoir besoin préalablement d'avoir créé des dossiers. Alors, comment ça marche? Ben déjà, je vais vous montrer. Je répète, hein, donc vous avez un projet, vous sélectionnez bien Design. Ici, je vais rechercher tout ce qui est relatif au RGPD, par exemple. J'appuie sur Entrée. Et voilà donc tous les éléments tagués relatifs au RGPD que j'ai pu créer. Alors, soit vous y accédez d'ici, soit vous validez ici, et vos designs concernant ce que vous recherchez s'affichent, et donc créer une sorte de nouvel ordre qui rend la recherche beaucoup plus facile. Donc, comment taguer un design? Ben, c'est très simple. Donc, ici, je reviens dans mes projets, dans Design. Imaginons que je veuille taguer ce design. J'opère un clic droit, ajouter des mots-clés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs mots-clés. Donc là, par exemple,
On va dire que ce design est un tableau blanc. Donc là, je vais taper tableau blanc, de préférence tout attaché, je valide. Si ce tableau blanc est au format PDF, je vais rajouter PDF et je peux donc décliner les tags qui vont être liés à tel ou tel design. Je valide en cliquant ici. Une fois cette manipulation effectuée, il suffit de vous rendre dans la barre de recherche, de taper tableau blanc tel que je l'ai tagué et voilà donc notre référence qui apparaît ici. Si j'avais tapé PDF à la place, eh bien cela va avoir pour effet de faire apparaître, voyez ici mon document, mais également l'ensemble des autres designs que j'ai tagués en tant que PDF. Donc cette amélioration, même si elle ne paraît pas à vos yeux ultra importante, est vraiment un game changer dans la mesure où lorsque un design correspond à plusieurs sources de référencement, eh bien cela vous permet de retrouver précisément ce que vous voulez, alors qu'à l'époque, enfin, c'est-à-dire quelques mois en arrière, on avait vraiment l'impression de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Le deuxième élément que je tenais à vous montrer aujourd'hui est une fonctionnalité cachée de Canva que peu de monde connaît, mais vous allez voir qu'elle est vraiment incroyable lorsque vous voulez reproduire un style. Donc regardez bien comment cela fonctionne. Je vais dans mes projets, je vais créer un post Instagram au format carré ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un document vierge, il suffit de vous rendre dans les styles et ici apparaissent un certain nombre de styles que vous pouvez appliquer. Mais là n'est pas le sujet intéressant. Le sujet intéressant, c'est au niveau des designs récents. Les designs récents, si je les affiche tous, eh bien, ça correspond évidemment, tel que le nom l'indique, à des mises en forme, des anciens designs que j'ai traités et qui s'affichent par ordre chronologique. Donc, imaginons que sur ce document vierge, je veuille appliquer le design lié à ce poste. Il suffit que je clique sur Utiliser le style. Et là, regardez bien, voilà ce qui se passe. Canva reproduit le fond noir du design et reproduit les trois types de textes que j'avais utilisés pour ce poste. Le texte relatif au titre, celui relatif au sous-titre et celui relatif au corps de texte. Mais l'aspect intéressant ne s'arrête pas là, car si je clique une seconde fois, eh bien Canva va me proposer d'autres mises en page, d'autres mises en forme. Bon là, il n'y en a que deux, mais qui est spécifiquement lié à ce design. Donc l'intérêt, le double intérêt de cette fonctionnalité que l'on ne connaît pas trop, c'est qu'à partir d'un document vierge, vous pouvez déjà reproduire le fond et la forme et éviter même de taper le texte puisque Canva vous le tape par défaut. On reprend un deuxième exemple. Si je veux appliquer le système de celui-ci, voilà, donc on a à peu près la même mise en forme. Je clique dessus et voyez que Canva m'a bien restitué la petite barre en haut, les espèces de petits pointillés que j'utilise traditionnellement pour certains types de postes. Et lorsque je clique dessus, il m'inverse les couleurs ou me crée des occurrences du même document. Donc là, si je vais prendre par exemple celui-ci, vous voyez que ici aussi, Canva me reprend le style. Alors là, c'est un cas particulier parce que ici, dans ce document, le guide du prompt, j'avais mis une sorte de fond gris qui ressemble un peu à une ruche. Eh bien, vous voyez que ici aussi, Canva me propose des variations. Alors là, il m'en propose deux. La variation avec la petite icône prompt que j'avais reproduite en haut et une sans le fameux prompt. Mais en fait, là, à partir du moment où vous voulez reproduire une mise en forme sans avoir préalablement créé de modèle, cette fonctionnalité est vraiment géniale. Vous voyez, on peut vraiment l'utiliser pour tout. Donc aléatoire, en tête, voilà. Et donc les variations sont assez intéressantes, même si elles sont souvent limitées à deux. Mais en tout cas, lorsque vous voulez aller assez vite en reproduisant un modèle, eh bien cette solution est vraiment parfaite. Alors après, au niveau de la complexité des exemples choisis, il se peut que Canva galère un petit peu, mais là, vous voyez, là, il m'a bien reproduit le niveau Canva que j'avais intégré dans ma vignette de présentation pour YouTube. Et lorsque je clique,
Voilà, d'autres variations sont créées. Ici, vous voyez qu'il y en a plus. Il y a le fond vert, le fond blanc, le fond bleu. Donc cela est évidemment lié à la complexité du design que vous voulez reproduire. Mais en tout cas, cela vous permet de puiser une mise en forme afin que celle-ci s'infuse dans votre nouveau document vierge. Donc ne négligez pas cette astuce. Elle va, je vous l'assure, vous faire gagner un temps de dingue. Autre astuce précieuse qui est un petit peu basée sur le même principe que celle-ci. Donc ici, je vais aller dans mes projets. Je vais ouvrir ce document, donc branding, visuel, etc. Et ici, je vais considérer que ce document est finalisé, mais il y a certains aspects au niveau de la couleur qui ne me plaisent pas. J'aurais par exemple voulu que au niveau des couleurs du texte ou du fond, les couleurs proposées se rapprochent plus du orange par exemple que vous voyez dans la photo ici. Alors là, rien de plus simple. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez sélectionner, donc là, cet œil qui est un peu orangé. Je clique droit et là, il suffit que vous vous rendiez tout en bas, appliquez les couleurs à la page et vous voyez que ici, Canva me propose à partir de la photo située dans mon image d'autres variations liées aux couleurs dominantes de cette dernière. C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez également, comme l'exemple précédent, répéter la manipulation plusieurs fois et vous aurez toujours, vous voyez ici il me change le fond, ici il me change encore le fond et certains éléments de la règle et du texte, et en fait à partir d'une colorimétrie appliquée dans l'ensemble sur votre document, en cliquant plusieurs fois là-dessus, eh bien vous aurez toujours des possibilités variées liées aux couleurs de base. Donc voilà simplement cette petite manipulation. Bon après si vous voulez retrouver votre couleur habituelle, il y a deux solutions. Moi ce que je vous propose, c'est bon, évidemment vous pouvez opérer le CTRL Z et vous voyez qu'en opérant le CTRL Z, on voit toutes les occurrences, toutes les variations liées à la couleur qui sont parties de ce document. Mais pour tester sans avoir besoin de revenir en arrière, je vous conseille simplement de copier-coller votre document original et d'opérer des modifications sur un deuxième document. Comme ça, vous conservez l'original et vous voyez ce que ça change au niveau de la modification opérée sur votre nouveau document. Si je m'étais par exemple basé sur le jaune du petit élément en haut et que j'avais proposé la même chose, eh bien vous voyez que là ça ne marche pas. Il doit s'agir impérativement d'une photo pour que les couleurs choisies se diffusent dans votre branding général. Ok, voilà donc pour la deuxième grosse astuce méconnue dont je voulais vous parler. L'autre élément qui est plutôt une piqûre de rappel, c'est l'outil de reproduction de la mise en forme. C'est très simple, je veux reproduire la couleur ou la forme de ce caractère, l'esperluette. Je clique donc sur l'outil de reproduction de la mise en forme, je clique sur le texte et voilà donc la possibilité d'appliquer de reproduire, si vous voulez, une mise en forme. On aurait pu aussi, à partir du moment où la mise en forme a été enclenchée, cliquer sur commande Alt V et vous voyez que ce raccourci nous permet de reproduire la mise en forme. Donc, quand je vous dis option commande V, c'est pour Mac. Si vous avez un PC, vous utiliserez option commande V pour reproduire cette mise en forme via un raccourci clavier. L'autre amélioration davantage que nouveauté, c'est le fait que les développeurs de Canva ont amélioré les bordures. Et cet élément est particulièrement intéressant lorsque vous utilisez des éléments tels que les frames, c'est-à-dire les cadres en français. Donc vous savez que les cadres permettent d'inclure, alors si par exemple je prends le triangle et que je veux inclure par exemple une photo que j'ai moi-même importée à l'intérieur, ben, ça va être très simple. Voilà, je fais glisser cette photo et donc le contenu s'adapte au contenant, je double-clique, je peux agrandir cela, voilà. Donc là je vais mettre le cœur au centre de l'objet. Et donc si on veut appliquer une bordure, bien, on peut le faire de la manière la plus simple possible, en cliquant sur bordure et en jouant sur l'épaisseur de la bordure. Donc cette fonctionnalité n'était pas disponible sur les cadres et cela manquait parce que c'est vraiment un élément qui sert à mettre en évidence, insister donc sur le design qui est à l'intérieur. Donc là vous pouvez donc
jouer sur l'épaisseur de la bordure, sur le type de bordure pointillé, pointillé plus petit, etc. Vous pouvez arrondir les angles, ce qui veut dire que les pointes de votre forme vont s'arrondir. Vous pouvez modifier la couleur de la bordure, chose qui est assez intéressante. Donc là, on va mettre une bordure blanche. Voilà. Et bon, cette nouveauté n'est pas révolutionnaire, mais elle permet de créer des formes beaucoup plus abouties et permettre de mettre en valeur des éléments que vous ne pouviez pas traiter il y a quelques semaines en arrière. Vous pouvez même insérer un dégradé au cœur de votre bordure, ce qui change encore le jeu. Et si vous voulez que le dégradé s'adapte bien donc à votre couleur, vous pouvez toujours prélever voilà, les couleurs dominantes et les rajouter en tant que dégradé. Bon, ça, je passe là-dessus. Voilà, l'important, c'est que vous compreniez que désormais, il est possible de personnaliser vos bordures et que celles-ci sont réellement pertinentes lorsque vous les utilisez dans un cadre pour mettre en valeur celui-ci. Alors, il y avait aussi une autre problématique, quelque chose que mes étudiants m'ont souvent posé, et donc ce sera encore une nouvelle astuce à rajouter à la somme de celles que je vous ai déjà indiquées, c'est le fait que lorsqu'on a un cadre comme ceci, et qu'on veut par exemple superposer une image par-dessus, eh bien voilà ce qui se passe. Admettons que je prends cette silhouette. C'est une silhouette pour une vignette que j'avais élaborée et détourée. Donc ce qui se passe, c'est que si je passe ici, eh bien voilà ce qui se passe. Mon image va être emprisonnée dans le cadre et se substituer à la forme déjà traitée. Donc que se passe-t-il si mon intention est simplement voilà, de prendre l'image et de la superposer par-dessus celle-ci? Eh bien, il y a un risque, c'est que par exemple, si je veux la mettre précisément ici, donc là, vous voyez, si je veux la mettre précisément ici, ben, même problème, mon image va être englobée et se substituer à la précédente. Alors, pour ce faire, il y a une méthode très simple, c'est lorsque vous déplacez votre objet au-dessus du cadre, maintenez la touche Option, et cela permet en fait que la forme, vous voyez, là, dès que je lâche Option, c'est foutu. Donc là, si je remets Option, ben, pas de problème, voilà. On va prendre des nuages. Je vais taper Clouds, comme ceci, et là, voilà, si je bouge mes nuages et que je veux créer un petit effet comme ceci, ben, si je vais là, c'est foutu. Si je vais là, c'est un petit peu mieux, mais le risque, c'est que dès que vous allez bouger, il risque de se passer le même problème. Donc maintenez la touche commande et à ce moment-là, vous pourrez placer votre forme n'importe où sans que celle-ci ne soit englobée dans le contenant. Donc si je veux mettre encore des nuages placés de manière précise sans que ceux-ci ne pénètrent dans la forme, je maintiens commande et voilà, le tour est joué. Donc vous voyez que parfois il suffit d'une petite astuce pour faciliter votre quotidien, éviter que des problèmes récurrents ne viennent parasiter, perturber votre flux de travail. C'était donc l'astuce que je voulais vous montrer par rapport à la superposition et la problématique engendrée des éléments sur un cadre. Je vais effacer ces éléments et nous allons désormais voir ensemble des astuces liées au texte. Alors celles-ci sont particulièrement intéressantes mais assez nombreuses. Certaines requièrent des applications spécifiques tandis que d'autres ont été améliorées dans leur mode de fonctionnement. Donc vous allez comprendre immédiatement ce que je veux vous dire. Donc on va taper sur T comme texte. Je vais faire comme ceci. Alors la première nouveauté lorsque vous créez un texte sur Canva, c'est que lorsque vous allez dans le texte, ici par exemple c'est Montserrat, eh bien Canva vous propose ici police recommandée. Eh bien simplement, cela signifie que si vous voulez, selon la règle d'infographie qui consiste à n'utiliser au maximum que 3 polices dans votre branding en général, eh bien les polices recommandées, ce sont les polices qui sont censées se marier le mieux avec la police que j'ai utilisée. Ok? Donc là, si je duplique cet élément et que je choisis une des polices proposées, celles-ci sont censées bien se marier ensemble. Ok? Et vous voyez que lorsque cette police est sélectionnée, j'ai un certain nombre de polices recommandées ici.
tandis que lorsque celle-ci est sélectionnée, elles peuvent varier. Bon, ici, elles ne varient pas, ça veut dire que les deux sont vraiment censés s'accorder ensemble. Donc, voilà, là, je veux par exemple ma police correspondant à mon titre. Eh bien, je vais choisir une des autres polices censées se marier. Et en fait, lorsque vous n'avez pas trop de notions, savoir si c'est une police avec sérif, sans sérif, bon, n'importe quel autre type de police, eh bien en fait, le fait de choisir n'importe laquelle de ces polices, de cliquer ici, vous fournira le moyen de pouvoir faire en sorte que les polices s'accordent dans le visuel et ne viennent pas ici aussi parasiter votre visuel à cause de mauvais choix, de concordance hasardeuse. Ok, donc voilà la première astuce liée aux polices. La deuxième astuce liée aux polices est le fait de créer un texte incurvé. Donc ça c'est déjà connu. Donc on va procéder de la même façon. Je vais aller sur ma police. Je vais aller sur effet. Et ici, lorsque je clique sur courber, vous voyez que ma police subit une inflexion. Cette inflexion peut être modifiée, par exemple, si ma courbe est un petit peu trop prononcée, il suffit que j'aille en bas, puis jouer donc sur celle-ci, et le tour est joué. Alors, que se passe-t-il si, par exemple, vous voudriez créer un effet de vague? Eh bien, je vais vous montrer. Donc ici, je vais dupliquer ce texte. Ici, je vais simplement dupliquer ce texte selon les méthodes que je vous ai précédemment expliquées. Je vais retourner sur effet et je vais simplement inverser la courbe comme ceci. Alors, pour que ça se cale bien, rappelez-vous, j'avais pris comme valeur une courbe de 48. Eh bien, si vous voulez que votre effet de vague soit cohérent à partir de là, il s'agira de régler le deuxième texte sur la valeur correspondant à la valeur négative. Donc 48 moins 48. Et vous avez donc votre effet de vague sur le texte. C'est une technique un peu bébête, mais qui vous permet d'obtenir des effets textuels visuellement intéressants. Un autre effet lié au texte qui est particulièrement intéressant est lié à l'application Typecraft que je vais vous montrer. Donc vous allez dans votre application, vous tapez Typecraft, vous cliquez ici, et ici, en fait, ça résulte à peu près du même ordre d'idée, sauf qu'ici, grâce à des points précis sur votre texte, vous allez pouvoir infléchir davantage votre texte. Donc là, nous allons taper bienvenue. Et ici, il suffira de cliquer sur les points d'inflexion, comme ceci, pour donner la forme que vous voulez attribuer à votre texte. Donc là, vous pouvez gondoler votre texte, le courber, créer autant d'objets que vous voulez. Donc là, au début, voilà, c'était un petit peu hasardeux, mais vous allez voir que grâce... Alors ça, c'est ce qu'on appelle en fait les courbes de Bézier sur Photoshop. Ce sont des points d'inflexion qui, comme un petit peu lorsque vous maîtrisez la plume, permettent une flexibilité de l'ensemble des points sélectionnés et permettent de vous fournir le texte souhaité. Donc là, par exemple, si je veux que le bas du texte ne finisse pas comme ça en pointe, je vais prendre cette courbe, je vais l'infléchir sur l'horizontalité et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est une technique que vous allez mettre un petit peu de temps à adopter, mais qui n'est pas très difficile. A contrario, si je veux une inflexion au niveau du haut du texte bienvenue, je vais opérer la même chose. Je vais faire en sorte que mes deux barres de flexion, on va les appeler comme ça, soient bien dans la continuité. Et si je veux creuser le haut, ben je vais aller vers le bas. Et voilà donc les effets que vous pouvez obtenir. Donc ici, vous tapez votre texte. Ici, vous choisissez la police. Et une fois que cela est fait, vous ajoutez l'élément à votre design général. Et voilà donc le texte traité. Mais attention, au contraire de la technique précédente, un petit peu artisanale, grâce à laquelle nous avons créé la vague, une fois le texte traité, eh bien ce n'est plus un texte. C'est un élément qui a été créé grâce à un texte, mais que vous ne pourrez désormais qu'agrandir ou réduire. Donc voilà, cette petite application Typecraft que je trouve pas mal. Vous avez désormais différentes options pour torturer un petit peu votre texte.
Je vais encore vous montrer une autre technique qui est vraiment intéressante lorsque, par exemple, vous désirez créer un visuel qui est assez pertinent. Alors voilà comment nous allons procéder. Donc là, je vais simplement revenir dans texte. Je vais taper une grosse police comme ça. Voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Excusez-moi. Alors là, on va mettre un gros titre. Voilà. Admettons que vous vouliez créer, par exemple, un produit pour un nouveau parfum. Alors, on va mettre, par exemple, parfum. Bon, j'ai pas trop d'idées, hein, je ne suis pas très original ce matin au niveau terminologique. Très bien. Voilà. Alors ici, pour ajouter un effet un petit peu artistique et pour vous montrer comment cela est efficace, je vais taper sur R comme rectangle. Je vais diviser, enfin positionner ce rectangle sur la moitié de l'axe vertical de ma scène de travail pour créer une couleur, voilà, qui divise l'ensemble en deux. Voilà, ça devrait être pas mal. Je vais placer le parfum un petit peu comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire dès à présent, je vais dupliquer ce texte et le caler au-dessus. D'accord? Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller dans Position, Calque. Il est toujours très important que vous affichez vos calques pour voir comment et dans quel ordre vos éléments sont superposés l'un par rapport à l'autre. Et ici, je vais aller dans Éléments. Je vais taper femme en tailleur et on va voir ce que cela nous présente. Voilà, donc ici, je veux une femme en tailleur, mais je veux une femme qui soit déjà détourée. Donc là, je vais taper sur Cutouts. Alors, voilà donc ce que je voulais obtenir. On va essayer de prendre, voilà, on va prendre cette jeune fille qui va bien se caler dans l'ensemble. Très bien. Je retourne sur position et je veille à ce que cette dernière soit au-dessus de ma palette des calques. OK? Maintenant, je vais aller sur parfum, effet, et je vais cliquer sur contour. Donc visuellement, rien ne se passe, mais si je reviens dans position, que je place le calque de mon texte ici, eh bien voilà l'effet que je voulais obtenir. Si je déplace la fille, cela, si vous voulez, va créer une sorte d'effet artistique permettant à la forme située entre les deux textes, l'original donc qui est rempli de blanc et sa copie qui est désormais creuse, donc de procéder à cet effet artistique. Donc techniquement, hein, c'est une technique qui existe depuis des millions d'années sur Photoshop. Il suffit donc, si vous voulez, de créer un texte rempli, sa copie que vous transformez en texte creux, d'intercaler entre les deux textes un élément visuel, ça peut être une fille, ça peut être n'importe quoi, et ainsi, vous pouvez bouger le sujet principal pour donner à votre composition un effet artistique assez saisissant et agréable à regarder. Les autres améliorations et nouveautés que je tenais à vous montrer concernent l'utilisation des dégradés. Vous savez que depuis quelques mois, Canva a amélioré le fait de créer ces dégradés. Donc on va voir, lorsque vous allez sur Appli, comment maîtriser de manière correcte ces derniers. Donc ici, je vais taper Type Gradient. Je clique sur l'application correspondante. Et ici, voilà comment nous pouvons modifier le fait de remplir un texte. Donc ici, je vais éliminer cette jeune fille. Je vais éliminer le texte creux que nous avons pris en exemple. Et ici, voilà, si en dessous de parfum, donc on va carrément même tout supprimer. Je vais simplement dupliquer le texte parfum. Je vais le coller ici. Voilà. Et là, on va faire une phrase un petit peu plus complexe pour voir de quelle manière le dégradé remplit parfaitement le texte que vous avez tapé. Donc ici, on va mettre par exemple prêt à tester notre nouveau parfum. Alors, pour que l'effet soit plus saisissant, je vous conseille d'aller à la ligne, voilà, pour essayer de créer une sorte de bloc, etc. Et vous voyez que le dégradé par défaut ici s'applique parfaitement du haut jusqu'au bas de la forme. Alors ici, vous pouvez évidemment modifier l'alignement du dégradé. Parmi les options proposées relatives à la mise en page, eh bien, vous pouvez centrer, caler le texte à gauche, à droite. Donc là, on va le prendre comme ça. Vous pouvez jouer sur l'interligne. Donc pour quelque chose qui est destiné à une publicité, je vous conseille quand même de ne pas créer un interligne trop prononcé. Et ici, bien sûr, si vous voulez modifier le dégradé, rien de plus facile. Si par exemple je veux que le bleu foncé soit en haut et non en bas, il me suffit
d'intervertir les différents points. Voilà, je mets donc le côté plus foncé ici et le côté médian, je dirais, bon, au milieu, et le côté plus clair ici. Et vous voyez que, voilà, mon dégradé est désormais plus foncé en haut et devient plus clair en bas. Si vous voulez modifier les couleurs, il suffit de cliquer dans les petits ronds ici. Là, je veux un dégradé qui part du rouge. Ici, je veux un dégradé qui parte du rouge, enfin, qui suive un petit peu la couleur dominante, donc une sorte d'orange. Et pour finir, ici, je veux un jaune. Et voilà ce que je vais obtenir. Donc, n'oubliez pas que ici, vous pouvez vraiment bouger pour obtenir la couleur souhaitée. Je ne vais pas revenir sur la roue chromatique, etc. Mais voilà ce que ça peut donner. Et enfin, si vous voulez, par exemple, que votre dégradé ne soit pas linéaire de haut en bas, purement vertical, mais plutôt en diagonale, il suffit de jouer en fait ici, sur les différents axes, pour personnaliser, comme vous l'entendez, votre dégradé. Et si enfin vous voulez jouer sur l'étalement du dégradé, si vous voulez par exemple que le rouge prenne plus de place, qu'il s'étende davantage vers le milieu, eh bien vous allez prendre le petit rond du bas et vous allez, voyez, l'étendre vers le bas. A contrario, si je veux que le jaune s'étende plus, eh bien je vais remonter. Donc voilà la petite application Type Gradient qui est vraiment pratique. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur Add to Design et votre nouveau texte est là. Mais comme dans l'exemple précédent, rappelez-vous bien qu'une fois généré, nous n'avons plus affaire à un texte, mais à un objet qui ressemble à un texte, mais que vous ne pouvez plus modifier. D'accord? Voilà pour le premier exemple lié au dégradé. La deuxième application très utile liée au dégradé se nomme Shade. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais ici je vais être très précis et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors ici, il ne s'agit pas de générer un dégradé proprement dit sur un texte, mais plutôt d'obtenir une palette de dégradés qui pourra vous servir dans une composition. Donc là, par défaut, vous voyez que Canva me fournit une palette complètement aléatoire. Alors, imaginons que je veuille changer la palette. Si je veux par exemple que ma palette s'apparente un petit peu aux couleurs que nous avons initiées ici, eh bien, je vais aller sur le curseur ici. Et en allant vers le orange, vous voyez que on obtient un nouveau dégradé basé sur ce orange. Ensuite, grâce à la roue présente ici, vous pouvez donc, voyez, dès que vous allez vers l'extérieur, les couleurs sont plus prononcées et dès que vous allez vers l'intérieur, celles-ci sont beaucoup plus pastel. Donc l'idée en fait, le but même de Shade, c'est de générer une palette de couleurs basée sur une même couleur dominante et déclinée donc du plus foncé au plus clair et de vous en resservir ultérieurement pour vos futurs designs. Donc regardez bien. Si par exemple je veux une palette voilà, qui est plutôt dans les verts, donc ici on retrouve les codes hexadécimaux qui déterminent la couleur exacte que vous allez pouvoir réutiliser pour remplir telle ou telle forme. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez choisi, défini votre palette et le choix des couleurs qui sont liées, cliquez simplement sur Add Palette to Design et regardez ce qui se passe. Voilà, ici en fait, lorsque vous voulez travailler sur une composition parfaite, vous avez la palette sous la main. Je m'explique. Admettons que vous vouliez créer un cercle. Donc je vais taper sur C comme cercle. Voilà. Ici, je vais vouloir changer la couleur. Eh bien, grâce à la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, il suffira simplement de choisir un des éléments ici. Alors, il vaut mieux les dégrouper. Voilà. Car ici, si je veux appliquer le même vert dans mon rond, je vais cliquer ici. Outil de reproduction de la mise en forme. Et le tour est joué. Admettons maintenant que je désire un rond correspondant à la deuxième couleur. Et bien, même topo. Je clique ici. Outil de reproduction de la mise en forme. Et j'obtiens donc le dégradé. Donc vous comprenez que voilà, le fait d'avoir une palette placée sous vos yeux et en cas de composition complexe
comprenant plusieurs ronds, plusieurs carrés, voilà, sur lesquels vous voulez appliquer ce dégradé, eh bien cet outil est particulièrement pratique puisque un petit peu à l'image d'un peintre avec sa palette de couleurs, eh bien vous pouvez choisir, distiller la couleur souhaitée et la reproduire sur l'ensemble des autres formes souhaitées. Et ultime astuce, si cette palette vous plaît et que vous voulez la conserver, vous pouvez aussi vous baser donc sur les codes hexadécimaux qui vous permettront d'obtenir les couleurs correspondant aux numéros et textes correspondant au code hexadécimal. Dernier élément notable, si vous voulez conserver cette palette car elle correspond à votre futur branding et que vous voulez réutiliser ces couleurs, il suffit de vous rendre dans Marque, dans Palette modifiée, et ici, rien de plus facile, vous copiez le code hexadécimal ici, plus, vous le collez, et vous obtenez votre premier carré. Plus, je copie le code hexadécimal ici, pardon, je retourne ici, et voilà, le tour est joué. Un nouveau carré, je clique ici, je copie le code hexadécimal, et en 2 temps 3 mouvements, on récupère les couleurs liées à cette palette. Bon, c'est vrai qu'il aurait été judicieux que nous puissions le faire en un clic, en permettant simplement en fait d'importer une palette en général. Cette application ne le permet pas encore pour le moment, mais grâce à la petite astuce que je suis en train de vous montrer, voilà un moyen très pratique de récupérer et de créer une palette en tant que telle à partir de cette petite application ô combien pratique. Troisième application relative au dégradé qui est pas mal également, c'est Gradient Generator. Donc là, voilà, je l'avais déjà tapé, donc vous vous rendez dans vos applications. Gradient Generator. Alors, elle résulte quasiment du même principe, mais son but est un petit peu différent. Donc ici, vous avez compris que vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Mais ici, le but ne consiste pas à créer une palette proprement dit, car comme vous le voyez, les couleurs ne se suivent pas forcément. L'idée ici, c'est de créer des dégradés personnalisés, chacun devant être intégré dans une forme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que avec le noise level, donc le niveau de bruit, de grain si vous voulez, vous pouvez, voyez, donner à vos palettes un aspect un petit peu plus grunge, roots si vous voulez. Donc admettons, je veux exactement le même vert que celui-ci. Pas de problème, je vais donc choisir mon code hexadécimal ici, je vais cliquer là, je vais le coller ici. Donc ici on obtient la même couleur, mais voyez que grâce au bruit, eh bien les possibilités de donner un aspect un petit peu plus vieilli, hein, comme je viens de vous le dire, est vraiment intéressant. Donc là, si je fais comme ça et que je fais Add to Design, on voit que mon effet est créé. Autre exemple d'application, si vous voulez appliquer ce dégradé dans une forme ronde, eh bien vous allez être obligé de retourner sur éléments, de cliquer sur un cadre rond, de retourner sur application, Gradient Generator. Alors ici, admettons que je veux que le dégradé, que la palette corresponde à celle-ci. Eh bien, je vais copier chaque code hexadécimal correspondant à la palette précédemment créée, comme ceci. Vous voyez que ça va assez vite hein, quand vous prenez l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier, eh bien, votre rapidité dans l'exécution de vos tâches est décuplée. Excusez-moi, donc voilà. Et on finit par la couleur un petit peu plus claire. Et par ce biais, vous voyez que, voilà, mon dégradé créé est la somme des couleurs composant ma palette initiale. Je peux ici donc modifier l'intensité du bruit comme je le veux. Il me suffit ensuite de cliquer sur Add to Design. N'oubliez pas qu'il fallait préalablement donc créer une forme et il s'agit ensuite ici de faire simplement glisser votre nouveau dégradé créé et vous obtenez donc des formes intéressantes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que selon la manière dont vous étalonnez en fait vos couleurs, eh bien cela donnera une sorte de relief, voyez, un effet un petit peu plus sphérique sur la forme générée dans laquelle vous avez intégré ce dégradé. Donc voilà les 3 applications que je tenais à vous montrer parce que
Elles permettent vraiment d'obtenir des designs précis et de mettre en avant les effets assez agréables visuellement générés grâce à ces différents dégradés. Dernier exemple d'application qui peut, jusqu'à un certain point, s'apparenter à l'utilisation des dégradés, mais qui est plutôt utilisé pour créer des fonds assez agréables visuellement, c'est l'application Canwave. Alors Canwave, tel que son nom l'indique, bah, c'est un générateur de vagues. Alors les vagues, ce n'est pas des vagues telles que vous les imaginez. Donc je vais vous montrer sur un document vierge l'effet escompté. Alors, ici, vous voyez que il s'agit d'un générateur de vagues, donc solide, en dégradé, sous forme de ligne. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Bon, comme on est dans les dégradés, on va rester dans l'option dégradé. Ici, au niveau de la forme, vous pouvez choisir entre une forme courbée ou une forme en pointillé, donc qui est beaucoup plus anguleuse comme vous le voyez ici. Pour ma part, je préfère la courbe. Si vous voulez rajouter davantage de vagues, eh bien ici, voilà, vous rajoutez cela pour créer davantage de déclinaisons et par conséquent davantage de dégradés. Ici, vous pouvez bien sûr choisir la couleur souhaitée. Donc là, on va rester dans les oranges. Voilà. Donc voilà, ici, ça se marie pas mal. Donc là, on voit que le dégradé est un dégradé linéaire qui commence de gauche à droite. Si je veux une couleur secondaire qui s'apparente plus vers le jaune, bien je vais prendre un truc comme ça, voilà. Vous pouvez donc toujours rajouter d'autres vagues si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez jouer sur l'angle du dégradé. Donc vous voyez, les possibilités sont pas mal. Donc là, on remarque en fait que plus on va à gauche et plus les lignes correspondant aux vagues sont marquées. Ici, je joue sur la complexité. Donc la complexité, c'est plutôt lié à l'ondulation générale des formes. Et ici, on joue sur les variations des vagues, leur intensité. Donc une fois que cela vous convient, vous cliquez sur Add to Design et voilà ce qu'on veut obtenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser ce genre de présentation, par exemple, pour caler vos vagues en bas de votre document, mais vous pouvez aussi, en agrandissant et en adaptant en fait la taille des vagues à l'ensemble de votre document, eh bien cela vous permet d'obtenir comme cela, voilà, un fond assez original sur lequel vous pouvez caler un texte. Voilà, vous pouvez toujours jouer dessus, choisir d'autres couleurs comme vous voulez. Voilà, je tenais simplement à vous montrer cette petite astuce. Ce n'est pas révolutionnaire, mais disons que cela vous donne des options supplémentaires pour créer un graphisme, un fond qui est un peu différent des fonds unis, un peu ennuyeux qu'on voit traditionnellement. Pour être tout à fait complet, le nombre de calques donc, correspondant chacun à une vague est limité à 5. Vous voyez, vous ne pouvez pas en créer plus. Mais bon, déjà en jouant sur les différentes options, vous pouvez vraiment obtenir des résultats intéressants. Et vous pouvez aussi, voilà, superposer deux types de vagues différentes pour créer voilà, davantage de variations sur l'ensemble de votre composition. Les deux autres nouveautés concernent l'utilisation et la création des sites web. Donc, je vous avais fait un cours il y a 6 mois sur la création du site web en 6 étapes dont je vous mets le lien en description. Donc, ici, les axes d'amélioration. Donc là, je reviens sur le site que j'avais créé à l'époque dans le cadre de la formation. Donc, c'est un site assez basique, etc. Et je vous avais dit que pour créer des titres, il fallait, enfin des liens plus précisément, il s'agissait donc de cliquer sur le lien proprement dit, de cliquer sur le menu. Bon, désormais, le premier élément notable, donc là, par exemple, si je fais T comme texte, que je vais mettre par exemple blog, je mets n'importe quoi, que je désire créer un lien sur mon blog, et bien désormais, l'utilisation des liens, notamment les liens pointant vers des applications ou des sites externes, est beaucoup plus facile. Il suffit d'opérer un clic droit, de cliquer sur lien et vous avez donc la possibilité, voilà, là si par exemple je tape sur www.google.fr, votre lien sera immédiatement créé comme ceci. Voilà, ce qui rend vraiment la tâche beaucoup plus agréable. Si vous voulez enlever le surlignement, ben, vous allez simplement en haut et voilà donc la nouvelle manière de générer des liens. J'ai également réalisé une vidéo beaucoup plus complète dont je vous mets le lien en description. Comme ça, vous maîtriserez l'ensemble de
la manipulation à effectuer. Mais ce qui est très intéressant en fait, au vu du caractère limité que peut revêtir un site sur Canva, c'est la possibilité, lorsque vous allez mettre votre site en ligne, de créer un mot de passe qui limite l'accès à votre site internet à l'utilisateur tant que vous n'y avez pas donné le mot de passe permettant d'accéder au site. Alors c'est très simple. Admettons que mon site soit terminé. Vous savez que au niveau du partage, vous pouvez, en cliquant sur site web, créer un site gratuit, bon, avec, voilà, on va choisir domaine gratuit, avec barre de navigation, peu importe. Vous pouvez acheter un nom de domaine. Bon, là, c'est pas le but, hein. Si vous voulez voir ça, vous allez sur la formation que je viens de vous citer. Mais disons que lorsque vous validez l'exportation, lorsque vous avez paramètres avancés, il est possible désormais d'activer la protection par mot de passe. Donc, si je clique ici, voilà, Canva me propose un mot de passe par défaut. Donc là, évidemment, il vaut mieux que vous choisissiez votre mot de passe. Donc là, on va simplement, pour le test, mettre mon mot de passe, qui est évidemment un mot de passe que je ne vous conseillerais jamais d'utiliser. 1, 2, 3, 4. Et on va mettre un petit dollar à la fin. Je vais le copier. Canva m'indique que ce mot de passe est trop faible, évidemment. Donc là, on va rajouter underscore. Bon, on va aussi mettre une lettre majuscule selon les protocoles conseillés. Et là, vous voyez, ce mot de passe est fort et difficile à deviner. Donc là, je vais le copier. On va procéder à l'exportation du site. Donc là, on va voir le site en mode aperçu. Votre site est désormais publié. Donc là, nous allons faire voir le site web. Et voilà ce qui se passe. Je suis donc sur le site web correspondant à l'adresse, à l'URL créée par défaut par Canva. Mais ici, si je n'ai pas le mot de passe, eh bien je ne peux pas rentrer dans le site. Donc là, nous allons coller le mot de passe tel que nous l'avons mis en place ensemble. Je ne suis pas un robot. Poursuivre. Et ici, voilà, le site s'ouvrira et permettra donc de mettre en place une protection supplémentaire. Donc là, pour tester le lien vers Google, je vais cliquer sur blog et je parviens donc à la page Google telle que nous l'avions programmée. Donc voilà, ces deux nouveautés, la facilitation dans les liens créés et le fait de pouvoir intégrer un mot de passe dans un site internet, qui font vraiment la différence et qui prouvent que l'équipe de développeurs Canva n'entend pas en rester là quant à la création de sites web un petit peu plus complexes que celle offerte par défaut pour l'instant. On en arrive au gros du sujet, au studio magique, aux médias magiques et à un ensemble d'astuces incontournables pour le traitement de vos photos. Le gros morceau de cette vidéo arrive maintenant. Il concerne le traitement d'images. Je sais que vous êtes particulièrement friand de la retouche d'image pour constituer un branding séduisant. Un outil que je vous avais montré à l'époque quand nous avions abordé le studio magique ensemble. Il s'agissait de Media Magic. Donc ici, très facilement, nous allons créer un post Instagram. Là aussi, le format importe peu. Disons que sur un format carré, c'est plus pratique de vous montrer les choses dans leur ensemble. Ici, dans Application, tapez Média Magique. Cliquez sur l'icône de l'application. Donc la première chose, si vous vous en souvenez, c'est qu'ici, il existait certains styles d'images particuliers. Ici, en affichant tout, le Média Magique nous offre de nouvelles icônes correspondant à l'application de styles variés. Ici, il va s'agir de taper un prompt pour générer l'image correspondante. Donc là, par exemple, nous allons taper jeune homme apprenant l'anglais devant son écran d'ordinateur. Par précaution, je vais traduire ce texte en anglais car vous savez que les prompts en langue native sont beaucoup plus compréhensibles par l'intelligence artificielle. Donc je vais sélectionner ça. Je sélectionne mon texte, je le copie, je me rends sur
l'application DeepL, je colle mon texte comme ceci et je le remplace ici. Et à partir de là, une fois que votre prompt est tapé, rappelez-vous que plus votre prompt est précis, complexe et plus l'image générée répondra à vos attentes, ici, le média magique nous permet d'attribuer un style à une image. Donc là, il s'agit de repérer, si vous voulez, un style qui vous plaît. Donc on va essayer Retrund, je ne sais pas à quoi ça correspond, générer une image, et normalement, l'image générée se verra appliquer le style choisi. Donc là, on va attendre en temps réel, c'est aussi ça l'intérêt pour voir combien de temps ça met pour générer telle ou telle réponse. Donc voilà les 4 images. Alors, on va regarder celle-ci, pas mal. Celle-là, voilà, ça donne un petit aspect rétro synthwave années 80 qui est pas mal du tout. Donc, vous voyez que ça vous fournit une autre alternative à la génération d'images classiques au sein de Canva. Donc là, si vous voulez générer de nouvelles occurrences des mêmes images, vous cliquez sur Générer à nouveau. Nous allons aller sur Retour. Donc on va taper le même texte en lui appliquant un autre style. Donc on va lui appliquer un style cinématographique. Voilà, on va faire rêveur. Je pense que cela va avoir pour effet d'adoucir un petit peu les bords et de créer une sorte de profondeur de champ. Alors on peut aussi le faire avec exposition longue, avec une mise au point douce qui va également créer une sorte d'effet de flou. Bon, on va essayer celle-ci, tiens. Mise au point douce. Voilà, générer une image. Et là, nous allons avoir un garçon devant, enfin un jeune homme devant son ordinateur, mais avec un style différent. Alors je vous conseille aussi, vu la faible qualité de génération des textes, d'inclure dans votre prompt que vous ne voulez aucun texte. Car vous voyez ici, si je zoome sur l'écran, ben là on voit que l'intelligence artificielle a essayé d'écrire English, mais ça ressemble plus à des hiéroglyphes, à des signes que véritablement à un texte en tant que tel. Donc voilà les images qu'il m'a générées avec ce que je lui ai demandé. Vous voyez, il y a une sorte de flou comme ça, de réglage. Voilà, c'est pas mal du tout, hein, ça donne un aspect artistique. Bon, vous voyez, là aussi, le texte sur l'écran ne correspond à rien. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment, avec ces nouvelles variétés de styles proposées par le média magique, bah, de générer vraiment des images qui correspondent à ce que vous voulez. Alors, on va changer un peu. On va mettre a woman walking on the beach with a blue dress. Vous pouvez aussi lui apporter des précisions quant à l'ambiance. Donc là, on va lui dire par exemple style sunset, soleil couchant. Et là, je vais lui appliquer un effet animé pour la faire ressembler à un personnage de bande dessinée. Et on va encore essayer de voir ce que cela donne. Donc moi, j'aime bien cette application. Hein. Enfin, cette application. Oui, les réglages qu'elle permet d'effectuer. Parce que vraiment, ça nous permet d'obtenir des résultats stylisés sans avoir beaucoup de connaissances dans la création de prompts. Et là, que vois-je? Ma première image d'une jeune fille en robe bleue sur une plage dans un style manga, c'est parfait. Même au niveau des couleurs, on a l'impression d'être dans un film de Miyazaki ou sur une toile d'Okuzai. C'est vraiment bien fait, vraiment, vraiment très beau. On va encore essayer d'effectuer un dernier essai ensemble en tapant la même chose. Woman, cette fois-ci in red dress on the beach. Ambiance ou style, ce que vous voulez, sunset. On va voir si un des autres styles, qui sont assez nombreux quand même, hein, correspondent à ce qu'on veut. Donc voilà, vous avez art conceptuel, rétronde, celui-ci il a l'air pas mal. On l'a essayé, oui, non, on l'a déjà essayé tout à l'heure. Voilà, rêveur, psychédélique. Donc on va essayer, je ne sais pas, quelque chose qui sort un peu de ce qu'on a déjà effectué. Tiens, on va essayer lunatique. On dirait que ça va lui donner un aspect un petit peu plus sombre, avec des contrastes et des formes plus prononcées. Vous voyez, en général, il faut environ une trentaine de secondes, entre 30 et 40 secondes, pour que les images se génèrent. Alors voilà ce que ça donne. En effet, voilà, le style est beaucoup plus sombre, mais pour faire des sortes de présentations un petit peu en ombre chinoise, etc., c'est vraiment, vraiment bien foutu. Donc je ne saurais que vous conseiller d'utiliser le média magique pour appliquer des styles précis à vos images, d'autant que le résultat est plus que convaincant. Autre aspect intéressant, c'est que vous pouvez appliquer cela sur une vidéo. Donc on va essayer. On va essayer la même chose. A woman in a red dress
on the beach, ambiance sunset. Alors là, je vous avoue que je teste cette fonctionnalité en même temps que vous. Ici, Canva nous précise bien qu'il s'agit d'une technologie expérimentale et que les scènes avec des personnes ou des animaux peuvent présenter des anomalies. Alors ici, vous voyez que quelle que soit la version payante ou gratuite de Canva, vous n'avez droit qu'à 50 crédits dans l'ensemble. Je précise néanmoins que ce nombre de crédits, c'est par mois. Donc, même si vous utilisez 50 crédits par mois, cela vous permet de générer pas mal d'images. Donc, enfin, pas mal de vidéos, pardon. On va essayer donc générer une vidéo. Alors évidemment, pour la vidéo, le temps de génération va s'avérer un petit peu plus long. Voilà, Canva nous précise qu'une nouvelle vidéo superbe est en cours de création à partir de votre scène. Elle sera prête dans 1 à 2 minutes. Et je précise aussi que je ne vous ai pas parlé du format d'image, mais on a vu que vous pouviez générer des images en mode carré, en mode horizontal ou en mode vertical. Donc, tout à fait adaptable pour vos posts sur les différents réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, nous y sommes presque. Espérons que la surprise sera au rendez-vous de nos attentes. En tout cas, avec les images, ça fonctionne bien. On va voir ce qu'il en est avec une vidéo. Alors, vous voyez, hein, c'est lié à Runway, qui est un excellent site d'intelligence artificielle générateur de vidéos. Donc, je pense que grâce à ce partenariat, le résultat devrait être plutôt pas mal. Après, il faut savoir que quand vous générez une vidéo, en principe, celle-ci n'excède jamais, enfin, en général, c'est entre 2 et 4 secondes. On va voir si cela me donne tort ou raison. Voilà notre vidéo générée. Nous allons la glisser sur notre scène, élargir celle-ci, voilà, et nous allons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez ce que je vous dis, la vidéo dure 2 secondes, elle est assez jolie. Il y a peut-être un petit bémol, voilà, au niveau de... On voit que la femme, la fille tourne le cou, mais là on a l'impression un peu qu'il s'agit de la fille de Negan dans L'Exorciste, vous voyez. Ici on dirait qu'elle regarde carrément derrière elle, mais bon, passé ce détail, voilà, le mouvement des vagues est assez sympathique, et pour une vidéo gratuite, ben on peut dire que quand même le jeu en vaut la chandelle. Donc vous testerez ces deux nouveautés issues du Magic Media, mais pour moi, c'est Canva va ici dans la bonne direction. Maintenant, nous allons nous rendre dans le fameux studio magique de Canva. Alors, vous savez que cette immense innovation avait été accueillie à bras ouverts par les utilisateurs de Canva dont je fais partie. Alors, quelles sont les nouveautés et comment bien utiliser l'ensemble des possibilités permises par le studio magique. Donc il y a deux moyens d'y parvenir, soit vous cliquez sur l'accueil et vous cliquez directement sur le studio magique. Mais là, c'est pas très intéressant parce que nous, on désire agir sur une image qui est déjà sur notre scène de travail sans passer par l'accueil. Donc je reviens ici. Enfin, nous allons choisir une photo, peu importe. Hein, donc nous allons prendre par exemple, voilà, cette photo, ça n'a aucune importance. Je clique ici, je vais sur modifier la photo, je clique sur effacer l'arrière-plan. Voilà, ça vous connaissez cette pratique. Voilà, ici, quel que soit le plan, la couleur que vous attribuerez à l'arrière-plan, eh bien, il s'agira désormais d'une personne détourée et donc vous pouvez facilement retirer un arrière-plan et adapter le fond tel que vous le voulez. Le deuxième exemple, je clique ici. Admettons que je veuille rajouter ici la jambe manquante. Ici, je vais cliquer sur modifier la photo, me rendre sur l'agrandissement magique, choisir page entière et je clique sur agrandissement magique. Alors, avant de cliquer, il vaut mieux que vous poussiez votre image vers la droite parce que si le volume de matière, la texture à rajouter est coupé, ben, c'est un peu dommage. Donc, page entière, agrandissement magique. Donc ici, on va encore attendre quelques précieuses secondes pour voir le résultat choisi. Ici, Canva va générer 4 occurrences de l'image modifiée et vous choisirez bien sûr celle qui vous paraît la plus cohérente. Donc celle-ci est vraiment pas mal, hein. On voit bien qu'il a rajouté le pantalon, mais ici, vous voyez, la jonction est un petit peu bizarre. En fait, là, on dirait que
le pantalon finit ici et qu'il y a un sous-pantalon. Donc ça ne me convient pas trop. On va essayer celle-ci. Ah, celle-ci est pas mal. Bon, même si on voit pas trop les chaussures. Nous avons celle-ci et nous avons celle-là. Bon, bah écoutez, entre celle-ci peut-être et celle-là, voilà, peu importe. Alors ici, voilà, ici, celle-ci est bien, mais il m'a créé, si vous voulez, cette sorte de petit trait bleu, mais ça, ce n'est pas grave, puisque cela va me permettre de cliquer sur modifier la photo, de cliquer sur la gomme magique et d'un trait de sélectionner les éléments qui me dérangent dans l'image traitée. Voilà. Bon, il a partiellement rempli son boulot, donc là, il n'est pas inutile de repasser cette gomme une seconde fois pour obtenir l'effet souhaité. Donc, on a vu l'effaceur d'arrière-plan, la gomme magique. Nous allons retourner en arrière. Voilà donc le résultat obtenu. Donc là, je vais vous montrer un deuxième exemple, un petit peu plus complexe, lié au studio magique en tant que tel. Nous allons essayer de choisir une photo un petit peu plus complexe. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, celle-ci est assez complexe. On voit deux petits enfants assis dans l'herbe. Ici, ce que je vais vouloir faire, c'est séparer les éléments du fond sans faire disparaître l'arrière-plan. Donc là, je vais cliquer sur modifier la photo. Et ici, je vais cliquer sur capture magique. Et voilà le travail. Donc si je clique ici, on voit bien que les deux enfants sont séparés du fond et que Canva a remplacé la texture du gazon en rendant les deux images indépendantes. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est géniale. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ici, vous pouvez faire deux choses. La première, c'est changer le fond. Hein. Si vous voulez que les enfants soient sur un autre fond, vous faites simplement glisser, par exemple, voilà, si vous voulez qu'ils soient sur la plage, par exemple, vous allez taper plage, comme ceci. Voilà, prendre une photo de plage où il y a un petit peu de sable comme celle-ci. Voilà, vous l'agrandissez. Très bien. Vous allez dans position, calque, vous faites glisser le calque des enfants par-dessus. Et voilà le travail. C'est pas plus compliqué que ça. Donc cette fonctionnalité est vraiment formidable. Et le deuxième cas de figure, donc là je vais virer le calque de la plage, c'est de cliquer sur le calque d'arrière-plan précédent, de revenir sur modifier la photo et comme je vous le disais, de procéder à un agrandissement magique de la photo d'arrière-plan. Alors là, je ne sais pas comment Canva va réagir, s'il va rajouter le mur derrière ou s'il va étendre le gazon. On va voir. Avec l'intelligence artificielle, on part toujours sur une idée, mais parfois le résultat obtenu est un petit peu aux antipodes de ce qu'on voulait générer. Non, là c'est parfait, voilà. J'ai donc le gazon qui est une sorte de flou assez moelleux, je dirais, avec des herbes un petit peu floues ici et celle devant beaucoup plus nette. On a cette occurrence, bon celle-ci du coup est totalement loupée, celle-ci et la quatrième. Donc là voilà, ici voilà on a fait mouche. Si on remet donc en allant sur terminer, donc en validant notre choix, eh bien on voit bien qu'ici les enfants sont sur l'herbe, sur le même fond qu'à l'origine, mais avec une matière en haut qui n'existait pas. Autre élément important du studio magique, c'est l'édition magique. Donc ici, admettons qu'à la place de cette espèce de petit bidule jaune, je veuille un serpent. Je vais cliquer sur édition magique. Je vais sélectionner la zone que j'entends remplacer. Donc là, faites gaffe de ne pas sélectionner un élément non destiné à être remplacé. Donc pour cela, choisissez toujours un diamètre ici du pinceau adapté. Voilà, donc là, j'ai ce que je veux. On va peut-être faire dépasser un petit peu ça. Continuer. Et là, je vais donc décrire, je veux un python. Et on va voir si Canva va comprendre que je veux un serpent de la typologie Python. Donc là, on expérimente. Hein. Je ne peux pas vous dire ce que cela va donner et si ça va marcher. En principe, ça devrait. Voilà. Bon, même si mon Python n'est pas parfait, on voit bien que ici, le corps est bien écailleux. Vous voyez, là, j'ai pas pris ce bout-là. Bon, mais ça n'a pas de grandes conséquences dans mon image. Et je peux, voilà, là c'est complètement loupé. Là c'est complètement loupé ici aussi. Et celui-ci est pas mal, même si ici il paraît un peu écrasé. Donc voilà, vous pouvez garder celui-ci. Et vous voyez que Canva a vraiment effectué le travail que nous lui avons demandé. Ici, si on veut par exemple transformer le lapin du petit garçon en ours, on va sur édition magique, même combat, voilà, je sélectionne l'ensemble. Et là, je fais continuer. Et en anglais, on va lui dire teddy bear, donc ours en peluche, hein, grosso modo.
générer et on va voir si Canva transforme la peluche du petit lapin en peluche de petit ours. Voilà, j'ai mon teddy bear. Donc là, par défaut, il lui a appliqué une couleur verte. Ça, c'est parce que je n'ai pas précisé la couleur que je voulais. Mais si, voilà, si vous voulez un blanc, vous l'avez. Un marron, vous l'avez. Et un beige, vous l'avez. Donc celui qui est le plus réaliste, en fait, c'est celui-ci. Je pense qu'il s'apparente assez bien au lapin que nous avions sélectionné. Donc là, on peut faire terminer. Et voilà l'ensemble de notre composition. Alors là, je vais écarter un peu ça. Voilà. Dérogner l'ensemble. Et voilà donc nos enfants qui étaient jadis sur un gazon coupé sont désormais sur un gazon complet. Mais si on veut les mettre sur la plage, eh bien, il suffira de revenir dans position calque. Donc là, le calque, j'ai supprimé, mais vous avez donc compris qu'on pouvait intercaler un calque entre les deux. Donc voilà pour ces éléments liés au studio magique. Alors évidemment, ce n'est pas tout. Je vais revenir aussi sur une fonctionnalité importante du studio magique. Donc, si par exemple, vous avez une photo de ce type, voilà. Et ici, l'idée, c'est que vous voulez récupérer, enfin, se servir du design en enlevant le texte qui ne correspond pas à ce que vous voulez marquer dessus. Et bien ici, vous cliquez sur modifier la photo, capture de texte. L'intelligence artificielle du studio magique va détecter le texte figurant dans l'image et normalement va réutiliser la technique des enfants que nous avons utilisée, c'est-à-dire en extrayant le texte du fond. Alors parfois, cela marche plus ou moins bien, comme nous allons le voir. Alors ici, vu la longueur du texte, eh bien, la génération est plus longue. Alors voyez, ici, voilà, building, donc ça y est, je peux l'enlever du texte. Team, pareil. Et je pense qu'en fait, voilà, ici, tous les éléments qui correspondent à un texte sont cliquables, à part certains que vous avez ici. Mais voilà, tous ceux qui correspondaient à un texte, j'ai pu les extraire de l'ensemble de ça. Alors maintenant, si vous voulez extraire ces formes, ben moi je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser la gomme magique. Voilà, gomme magique. Donc là, je ne veux plus la maison, je l'enlève. Je ne veux plus le soleil, je l'enlève. Mais en tout cas, vous avez deux options. Vous voyez que pour des textes qui figurent en trop grand nombre sur une photo, eh bien le seul fait d'enclencher ce détecteur de texte vous permet donc d'effacer les éléments voulus et gagner du temps. Alors il y a une semaine, j'ai essayé la même chose sur une photo de Times Square à New York où il y a une centaine d'enseignes et le résultat était plus hasardeux parce que quand il y a trop de données à traiter, ben, l'intelligence artificielle peut avoir un petit peu de mal. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer concernant le studio magique. Donc l'ensemble de ces applications a été perfectionné. Il ne me reste à vous montrer concernant la retouche d'image encore deux points qui sont vraiment intéressants. Donc vous voyez le sac est vraiment bien traité. On a vraiment ce que l'on voulait au départ. Alors je vais prendre une nouvelle photo. Je vais me rendre ici et je vais cette fois-ci récupérer une photo que j'avais prise de moi pour une vignette YouTube. Voilà, on va la prendre ici. Donc, en général, lorsque vous prenez ce genre de photo avec un éclairage un peu hasardeux et que vous zoomez, ben là, vous avez tous les défauts du monde. Voilà, les cernes sont prononcées, les boutons, les pliures du visage, les ridules. Donc là, regardez, modifiez la photo. Vous allez vous rendre dans Effets et ici, quand vous allez switcher ici, voilà, il y a un nouvel outil qui est vraiment pas mal qui s'appelle retouche du visage. Alors, retouche du visage, ça consiste, alors ça existe dans les logiciels de montage vidéo sur Photoshop, ça existe simplement à lisser la peau. Donc voilà, c'est un effet un peu smoothie, comme on appelle ça. Donc je vais bien zoomer pour que vous voyez bien la différence. Donc là, on va se concentrer sur mes yeux. Donc là, si je fais 0, vous voyez que là, tout est accentué. Et là, si je pousse à l'extrême, voilà. Ici, vous voyez que le grain de peau est plus lisse, les ridules sont moins prononcées. Alors vous allez me dire, ouais, on voit pas trop. Mais maintenant, si je remets d'un coup à 0, hop, vous voyez la différence? Le jeu d'ombre au milieu de mon visage, et bien voilà, tout ça est estompé. Et si donc un jour vous prenez une photo parce que vous êtes pressé pour créer une jaquette, une vignette, ce que vous voulez, eh bien cet outil vous permettra d'atténuer un peu les effets de l'âge et du temps sur notre visage. Ok? Autre élément que je trouve intéressant mais qui existe depuis un petit moment, c'est que le deuxième problème lié à la prise de photo comme ça,
c'est que parfois les couleurs ne correspondent pas trop en fait, sont un peu ternes. Donc là, vous cliquez sur mise au point automatique et l'intelligence artificielle va détecter l'ambiance générale de votre photo et va créer une profondeur de champ, vous voyez, va masquer des éléments qui sont à l'arrière. Donc ici, on voit que la profondeur de champ influe un petit peu sur ma manche au niveau de mon oreille et en haut du crâne. Si vous voulez simplement atténuer un petit peu cela, ben vous baissez l'intensité du flou. Voilà, je préfère comme ça parce que ici, vraiment, c'est vraiment lorsque vous voulez cacher quelque chose en arrière-plan. Et vous pouvez aussi bouger, vous voyez, la position de la mise au point. Donc là, c'est très intéressant parce que selon l'effet que vous voulez obtenir, c'est particulièrement pertinent lorsque vous présentez un produit au lieu d'une silhouette. Eh bien, le changement de position de la mise au point va vous créer des effets vraiment différents. Ici, vous voyez, le flou est réparti sur moi, alors que là, il est réparti à l'extérieur. Donc là, vous pouvez jouer, c'est très facile à utiliser et vous allez vous régaler parce que c'est vraiment agréable et donne à vos photos un petit cachet vaporeux qui met en évidence le sujet principal. Autre élément important, autre nouveauté dans les effets, c'est cette petite icône floue. Alors là, ça répond à un exemple très précis, je vais vous montrer. Je vais aller dans photo et admettons, voilà, admettons que je veuille présenter quelque chose sur une photo. Voilà, je veux par exemple montrer mon écran d'ordinateur, mais pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas que les gens puissent lire tel ou tel texte sur ce dernier. Donc là, vous l'avez compris, je clique sur modifier la photo, je me rends sur flou, et là ce qui est intéressant, c'est que je peux appliquer le flou sur une zone déterminée et non pas de manière aléatoire sur l'ensemble de mon image. Donc là, si je veux cacher le texte Chill, Take It Easy, ben, il suffit que je clique sur cette zone, comme ceci, je lâche, et voilà le texte rendu flou. Alors ici aussi, hein, vous pouvez jouer sur l'opacité du flou. Donc celle-ci, en fait, vous déterminez ça au début. On va essayer. On va revenir en arrière. Bon, bizarrement, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas grave. On va essayer avec une autre photo. C'est pas les photos qui manquent. Voilà, donc là, je vais effacer Giving Gala. Je retourne ici. Je vais sur mon flou. Je vais prendre une intensité beaucoup plus forte que la précédente et je vais appliquer cela sur la deuxième ligne comme suit. Voilà, voilà. Alors ici, vous voyez le problème, c'est que là, quand l'intensité est trop forte, ça fait vraiment un petit peu pâté de campagne. Vous voyez, c'est comme si on avait fait une tartinade. Donc je reviens en arrière, donc là ça marche, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre l'intensité au contraire plus basse. Je vais réitérer l'essai comme ceci. Et voilà, le résultat est quand même plus sympathique. Donc il faudrait vraiment trouver une médiane. Donc je vais faire à 30 peut-être. Je vais recommencer. Pardon, ajouter un effet de flou. Je me suis trompé. Donc là, je vais aller à 30. Je vais renouveler mon essai. Voilà, un petit peu mieux. Bon, là aussi, il fait un petit peu pâté, donc je supprime. Voilà, donc vous procédez comme ça jusqu'à trouver vraiment le réglage idoine pour procéder à ça. Mais vous avez bien compris le principe, hein. Un petit coup de pinceau et voilà, donc les lignes sont floutées. Alors ici c'est flouté parce que le texte est noir épais. Vous voyez que là ça fait beaucoup moins cet effet tartinade dont je vous parlais. Là tout est flouté et même en zoomant on n'arrive plus à lire ce qu'il y a sur la photo dont vous vouliez masquer le texte. Alors, les autres nouveautés remarquables prennent la forme d'applications. La première d'entre elles, qui est vraiment pertinente pour vos produits. Alors, son nom est Easy Reflect. La voici. Alors, voilà comment ça fonctionne. Je vais me rendre dans les éléments. Admettons que je veuille, par exemple, commercialiser un parfum. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais choisir un parfum déjà détouré, comme ceci. Voilà. Je vais, pour rendre l'ensemble un petit peu plus commercial, modifier la couleur d'arrière-plan. Je vais lui appliquer un petit dégradé, voilà, un petit peu dans les tons du parfum, comme ceci. Et là, donc, je retourne dans mes applications. Easy Reflect, je l'enclenche. Alors ici, il est bien spécifié, sélectionnez un élément dans votre design. Là, je clique sur créer le reflet, Create Reflection. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais choisir l'inclinaison, le sens de ma transparence. Donc l'effet le plus intéressant, c'est below, hein, c'est l'impression d'avoir un reflet qui surgit du bas. On va voir ce que cela crée. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc vous avez votre reflet. Alors évidemment,
Et malheureusement, il n'est pas au format de notre flacon original. Donc là, c'est pas grave, hein, on va le caler au même endroit. On va tirer un petit peu comme ça en diagonale. Et voilà, on obtient à peu près la même forme. Il suffit juste de mettre ça comme ça. Voilà. À la limite, pour voir l'ensemble, vous pouvez sélectionner les deux flacons, les recadrer, les replacer. Et voilà donc ce qu'on attend de cette petite application. C'est pas grand chose, mais quand vous n'avez pas de technique sur Photoshop pour créer un dégradé pardon, sur un masque de fusion, et ben voilà, c'est vraiment parfait. Donc regardez, on va faire un deuxième essai avec une paire de sneakers. Donc je vais aller dans éléments, je vais chercher sneakers. Donc sneakers, c'est des chaussures de sport. Voilà, nous allons choisir celle-ci. Très bien. Bon là, on pourra également changer la couleur d'arrière-plan, mais c'est pas le sujet. Très bien, je retourne dans mes applications, Easy Reflection, je crée un reflet, Below. Alors ici, je peux jouer également sur l'opacité. Si je veux que mon reflet soit moins prononcé, je vais baisser l'opacité. Alors là, c'est un peu trompeur parce que normalement, on augmente l'opacité. Et on va également jouer sur la longueur. Je fais comme ça. Et voilà donc. Donc même principe, hein, vous calez sur la largeur de l'objet du haut, vous faites comme ça. Et grâce au repère, vous savez que la taille est la même. Alors ici, c'est un petit peu plus problématique parce que tout à l'heure, nous avions affaire à un objet plat, c'est-à-dire dont la base finissait de manière horizontale, alors qu'ici, le bas de mes chaussures est un petit peu incurvé. Et le deuxième problème, c'est que dans ce cas-là, la forme dernièrement créée se trouve au-dessus en fait des chaussures. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner dans Position, Calque et faire glisser le reflet sous le calque de la chaussure. Et là, alors, un reflet vraiment, voilà, dans ce cas-là, ce n'est pas parfait. Ce que je fais normalement, voilà, c'est que je fais comme ceci. Là, le reflet est un petit peu moins réaliste du fait qu'il y ait une inclinaison au niveau des chaussures. Mais vous avez compris la méthode qui est très facile à utiliser comme vous venez de le constater. Alors, une application sympathique que je tenais à vous montrer, voilà, c'est Animefy. Donc là, vous allez la chercher dans vos applications. Ici, je vais importer une photo que j'avais faite de moi, voilà, pour une vignette YouTube. Je vais l'agrandir. Ici, je retourne sur mon application, Animefy qui est là. Je clique ici. Et là, l'effet de cette application va être de transformer un humain en personnage manga. Bon, voilà, le résultat est un peu aléatoire. Ils sont sympas, ils m'ont rajouté des cheveux à l'arrière, voilà. Mais bon, même si le résultat n'est pas top, ben vous pouvez quand même utiliser ça pour créer un avatar, créer des personnages pour vos posts. Alors bien sûr, hein, ici vous pouvez mêler les techniques, effacer l'arrière-plan. Alors parfois l'effacement de l'arrière-plan sur des mangas marche mal, donc là ça marche bien. Voilà, vous avez votre personnage, vous pouvez l'inclure dans un cadre rond, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et je précise aussi que si je supprime mon personnage et que je suis sur Add in File et que je clique sur Choose File, du fait que l'intelligence artificielle constate l'absence de forme ou de personnage dans ma zone de travail, et bien si je clique ici, Canva va me permettre d'importer directement mon image à partir d'une image classée dans mon disque dur. Donc voilà, ce n'est pas une application indispensable, mais elle est assez sympa et vous permettra de vous amuser en créant des personnages de style manga. Autre application que j'aime beaucoup et qui est d'une grande utilité, elle se nomme Brandfletch, la voici. Alors voilà ce qu'elle permet de faire, elle vous permet simplement de trouver les logos que vous voulez. Car parfois, lorsque vous voulez intégrer et importer des logos dans votre publication, eh bien la recherche Canva ne permet pas de trouver ça de manière précise. Alors regardez, par exemple, si je vais dans éléments et que je tape chat GPT, voilà, bon là, ils l'ont remis à jour parce qu'il y a quelques semaines ça ne marchait pas, donc j'obtiens bien le logo de ChatGPT. Si je veux le logo de Chanel, eh bien ici, je n'ai pas le logo de Chanel. Si je fais afficher tout, je vais avoir voilà, des créations faites par des membres de Canva, des artistes, etc. Mais je ne vais pas obtenir le logo de Chanel. Donc la solution, c'est d'aller sur Internet, de taper sur Google logo Chanel, mais vous n'êtes pas sûr d'obtenir le logo Chanel en haute qualité, etc. Alors que si vous vous rendez sur l'application que je viens de vous montrer et que vous tapez le logo Chanel, vous allez avoir, voilà, en cliquant ici, le logo original, le logo, voilà, le logo en PNG en haute qualité, le logo sur fond blanc et le texte Chanel. Donc ce logiciel est vraiment fabuleux
il ne paye pas de mine, personne n'en parle, mais pour trouver des logos afin de les intégrer dans vos compositions, c'est vraiment le compagnon idéal. Donc vous voyez ici, quand je clique ici, ben, on voit les anciennes recherches que j'ai effectuées. Par exemple, si je veux le logo Instagram, ben ici je vais avoir tous les logos Instagram et leurs déclinaisons, ce qui est vraiment sympa. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce logiciel, si ce n'est qu'il vous permet de générer des logos de qualité, qu'il vous permet de gagner du temps dans votre recherche. Et pour ces deux éléments, c'est vraiment une petite application à considérer. Et le troisième élément, je dirais que ça vous évite d'avoir des logos voilà, qui traînent dans votre bibliothèque, que vous avez la flemme d'effacer, et qui, jour après jour, s'entassent, comme la poussière dans votre salon, par exemple. Voilà donc les trois avantages liés à ce logiciel. Après ce tour d'horizon des nouvelles applications notables, je vais vous parler d'une grosse amélioration concernant le traitement vidéo. Alors, on y va. Je crée une nouvelle fenêtre. Je vais me rendre dans vidéo que j'ai importé. Bon, il s'agissait d'un petit montage que j'ai fait sur David Bowie avec une musique un petit peu fantastique derrière. Voilà, il s'agit d'une petite animation, donc comme je vous l'ai dit avec Bowie, donc avec un petit paysage intersidéral derrière. Et donc la caractéristique, c'est que si je clique droit sur ma vidéo et que j'affiche extraire l'audio, cela va me permettre d'obtenir une piste distincte de mon image. Cela veut dire que même si je supprime cette image, eh bien ma piste audio va rester ici. Alors quelle est l'utilité de ça? Ben, c'est énorme parce que si une vidéo vous plaît, admettons que vous vous filmiez par exemple, que votre diction est parfaite mais que vous n'aimez pas votre visage ou que vous désiriez utiliser uniquement la voix off pour illustrer une autre vidéo. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vous ai préparé un exemple ici. Donc ici j'ai extrait donc exactement la même musique que la vidéo de Bowie. Ok. Si en faisant afficher la durée, ben, nous voyons que la piste commence bien là et elle va s'étendre sur l'ensemble des autres vidéos. Voilà, je reviens au début et ici je déclenche l'animation. Et voilà le travail. Donc vous voyez, ici, j'ai extrait la piste son, j'ai viré, éliminé la fiche de Bowie du début, et j'ai simplement effectué un petit montage divisé de 10 séquences dans lesquelles j'ai intégré une petite transition. Et cela me permet donc de prendre n'importe quelle musique, extrait d'une vidéo, une voix off, et de la caler sur notre vidéo, comme je viens de vous le montrer. Donc ça, c'est énorme parce que certes, Canva permettait déjà de faire des petits cuts, de justifier la durée, de créer des transitions sympathiques, mais grâce à ça, vous n'avez plus besoin d'accéder à un logiciel vidéo dédié puisque Canva vous permet désormais de séparer les pistes, ce qui ici aussi vous fait gagner un temps considérable. Le dernier élément que je tenais à vous montrer, c'est un effet rotatif lié au texte pour que vos compositions gagnent en vivacité, en énergie. Donc ici, c'est très simple. Voilà ce que j'ai créé. Donc ça, c'est le premier élément de mon animation. Et voilà le second. Et voilà le troisième. Donc, vous voyez que si vous réduisez l'ensemble, que vous le mettez en haut pour animer un post avec votre logo, votre photo de profil qui tourne, ça peut créer un effet assez sympa. Donc, je vous montre comment faire à partir de zéro. Je crée une nouvelle fenêtre. T comme texte. Voilà, bon, on va laisser le texte par défaut. On applique la technique vue précédemment, c'est-à-dire je vais sur mon texte, je vais sur les effets, je clique sur courbe et ici en fait, en alignant le curseur droit jusqu'à quasiment 100%, mon but est d'obtenir que les deux
extrémités du texte se joignent comme ça. Voilà, ici vous obtenez un texte arrondi, comme ça. Bon voilà, on va laisser un peu d'espace. Voilà, donc là j'ai mon premier effet. Donc je vais dans Effets et je clique sur Courber en prenant en compte le fait que les deux extrémités doivent se joindre. Je clique ensuite sur Animer, je me rends tout en bas et je clique sur Retourner, comme ceci. Alors cette fonctionnalité existe également dans la version gratuite de Canva. La seule chose qui n'existe pas dans la version gratuite de Canva, c'est le fait de pouvoir jouer sur la vitesse. Donc là, voilà, là si je veux une vitesse lente, plus rapide et dans le sens que je veux. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai intégré mon texte en cliquant sur C comme cercle. Je le bouge ici, voilà, je me base sur l'axe en l'agrandissant. Je clique sur Alt ou sur Option si vous avez un Mac pour procéder à un redimensionnement à partir du centre. Voilà, je double-clique dedans. Je vais taper, je ne sais pas, tourne, n'importe quoi, je tape n'importe quoi. Tourne, je vais mettre le texte en gras. Je vais le mettre en un petit peu plus grand. Voilà. Et ici, même topo. Je vais cliquer sur mon texte, animer. Et ici, je vais lui appliquer une rotation contraire pour créer un aspect un peu discordant dans l'ensemble. Voilà. Et donc ici, vous voyez comment obtenir cet effet facilement. C'est vrai que quand on utilise Canva, on est loin de se douter que certaines combinaisons peuvent donner vraiment des résultats intéressants. Et donc, je vais vous montrer aussi le dernier effet, donc celui-ci. Donc là, je vais mettre un fond noir. Je vais taper T comme texte. Je vais choisir un texte blanc. Je vais cliquer sur Effet, courber. Je veille à ce que les deux extrémités de mon texte se touchent. Je vais tout caler au milieu. Et là, donc, je vais appliquer l'animation que vous connaissez désormais, retourner. Mais ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que vous pouvez mixer en quelque sorte plusieurs types d'animation. Donc là, mon animation est bien fonctionnelle. Donc ici, vous voyez que les deux effets se cumulent, l'effet explosion et l'effet rotatif. Si je veux retirer l'effet explosion, je clique sur supprimer l'animation et en survolant en fait les différents types d'animation, vous pouvez, voilà, par exemple, si vous voulez que le texte apparaisse comme ça et continue de tourner, ben, vous sélectionnerez machine à écrire. Donc on va choisir machine à écrire, mais on peut encore en rajouter en fait. Voilà. Donc, si je teste mon animation, voilà ce que ça donne. Apparition en pop et cumulé avec l'effet rotation. Je vous montre une dernière possibilité. Alors celle-ci est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais vous allez voir que c'est quand même facile d'y arriver. Donc là, je vais faire C comme cercle. Je vais dupliquer ce dernier, Commande D ou CTRL D pour PC, comme ceci. Je vais le mettre précisément sur le précédent. Je vais lui attribuer une couleur noire. Je me rends sur l'angle. Je maintiens le clic gauche de ma souris enfoncé. Et là, vous maintenez Alt ou Option si vous avez un Mac. Et vous allez vers l'intérieur. Voilà, cela me donne une forme creuse, je dirais. Maintenant, je vais taper sur R comme rectangle. Je vais positionner mon rectangle au milieu grâce aux deux traits mauves que vous voyez ici. Je vais l'élargir un peu en maintenant Alt ou Option sur Mac, comme ceci. Je vais en faire de même de haut en bas. Très bien. Je vais lui attribuer une couleur noire. Voilà. Je peux même refaire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire rectangle. Je le place comme je viens de le faire ici. Je clique là, Option Alt vers l'intérieur. Très bien. Je vais faire la même chose vers l'extérieur ici. Je lui attribue une couleur noire. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'ensemble. CTRL G ou Commande G pour grouper. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à créer mon cercle du milieu, C comme cercle. Je me cale bien dans l'axe de la forme précédente. Je répète l'opération. Ici, nous allons taper salut. Je vais appliquer un gras, mettre un petit peu plus grand. Et ici, l'animation va demander deux opérations. La première, je sélectionne les images, les formes plus précisément que j'ai groupées, animées. Là, je vais lui dire, je veux que tu te retournes dans le sens droite-gauche. Ensuite, je me rends sur mon texte ici et je vais lui demander le contraire. Voilà.
Donc ici, nous allons tester. Sur lecture, je me rends immédiatement ici. Alors, il n'a pas pris en compte la première animation, c'est pas grave, on y retourne. Voilà. Et l'ensemble fonctionne parfaitement. Donc si vous voulez, on va revoir ensemble les différentes animations qu'on a créées à partir du début. Voilà, la première, celle qui clignote. La seconde, avec les deux textes dans un axe rotatif différent. Celle-ci, un petit peu plus punchy. Celle-là avec un effet pop à l'ouverture. Et celle-là. Donc vous voyez que les possibilités sont multiples. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité. Cette vidéo, dans son ensemble, était destinée à mettre l'accent sur ces nombreuses astuces, nouveautés, tant au niveau de l'amélioration que de la création de nouvelles possibilités au sein de Canva, que au niveau des applications externes et des astuces auxquelles on peut rajouter à l'ensemble. C'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo relative aux dernières nouveautés Canva vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt. Ciao!